Bonjour chers amis du Cercle Aristote, bienvenue sur une nouvelle vidéo d'actualité. Et aujourd'hui nous recevons quelqu'un que nous avons pas reçu, il me semble, hein, en tout cas, n'est jamais venu au Cercle Aristote. Tatiana Ventose, bonjour. Bonjour. Tatiana Ventose, nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui sur la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Pourquoi? Parce que tu as une actualité entre guillemets brûlante là qui va arriver à partir du 1er avril. Donc cette vidéo va être diffusée au mois de mars. Nous l'enregistrons le 8 mars 2024. Elle sera diffusée dans le courant du mois de mars. Donc le 1er avril sort ton prochain livre. Il est venu le temps des producteurs. J'ai presque envie de le chanter tellement le titre me rappelle quelque chose. Et on va en Alors parler. maintenant, vous allez l'avoir dans la tête pendant quelques jours. Mais attention, il ne sort pas le 1er avril. Le 1er avril, c'est la date limite pour le précommander. Ensuite, il faut l'imprimer, bien sûr, Ah oui, et il il y a le temps faut après. que je mette ça dans des enveloppes avec mes petites mains pour les envoyer, pour envoyer les exemplaires du livre à tous ceux qui l'ont commandé. Donc Donc, vous le recevrez plus tard ce printemps, mais en fait c'est ça voilà. ce que je voulais dire, c'est que le 1er avril, vous avez jusqu'au 1er avril pour le précommander, ça veut dire qu'il ne sera pas encore Exactement. imprimé, mais après évidemment il C'est ça. sera imprimé et envoyé aux gens qui l'ont précommandé, et on va en parler C'est ça. justement de cet ouvrage, il est venu le temps des producteurs, mais avant, Tatiana, pour les gens qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux simplement te présenter, parler un peu de ton parcours, et voilà, rappeler un peu qui t'es pour les gens qui ne connaîtraient pas, non seulement les différentes activités que tu as fait sur Internet ces dernières années, et même voilà, les livres que tu as publiés, Au-delà. notamment celui avec Greg, etc. Alors, ça fait beaucoup de questions. Je fais des vidéos d'analyse politique et d'analyse de l'actualité, et surtout française, hein, sur YouTube depuis quelques années maintenant. Avant ça, j'étais engagée politiquement, en fait. J'ai été engagée politiquement à gauche. Je suis partie du parti où d'ailleurs j'étais élue à la direction du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Je suis partie en 2015 parce que j'avais le sentiment eux, mais comme les autres, en fait, avaient trahi la France et les Français, qu'ils étaient plus occupés par le fait d'avoir raison que par le fait de changer les choses en mieux et de redonner un petit peu sa fierté à la France. Donc, je me suis barrée et voilà, je fais de l'analyse politique, on va dire. Donc je suis un petit peu à cette frontière floue entre la politique, le journalisme indépendant. Dans tous les cas, je suis résolument, enfin, je sais dans quel camp je me trouve en fait. C'est voilà, je crois que Celui c'est des producteurs, l'essentiel. j'ai envie de dire. Oui, absolument. Exactement. Rappelons simplement le titre des chaînes YouTube, parce qu'il me semble Mais qu'il y a... parce que je suis dans le camp de la France, du coup, je suis nécessairement dans le camp des producteurs puisque c'est eux qui nous permettent de manger et de vivre. Donc, Rappelons rapidement, avant de parler justement de la thématique du livre, rappelons simplement le nom des chaînes YouTube, parce qu'il me semble qu'il y en a deux. oui, absolument. La première, qui est plus une sorte de journal, c'est le fil d'actu, qui va avoir 9 ans à la fin de l'année. Et la deuxième, c'est une à mon nom, Tatiana Ventose, tout simplement. Donc si vous voulez Où je fais suivre... plus de l'analyse, où je donne plus mon opinion, on va dire. Donc, si vous voulez suivre Tatiana, les pérégrinations de Tatiana sur Internet, vous pouvez évidemment aller sur ses chaînes YouTube. Et puis évidemment, il y a les livres. Donc, tu avais fait un livre avec notre ami, l'ami du Oui, cercle, Greg Tabibian, il y a quelques années oui, justement. absolument. Est-ce que tu peux en rappeler le titre? Parce que là, je l'ai plus en tête du tout. Mais Jusqu'ici, tout va très mal, ça s'appelait. Mais quand je le reprends maintenant, en fait, à chaque fois, je me dis: «Oh là là, il y a tellement de choses qui ont évolué à la fois, au niveau du pays et au niveau de ma réflexion et de ma pensée que, en fait, j'ai l'impression que c'était dans une autre vie, c'est incroyable». Alors que c'était il y a 5 ans, oui, mais il y même a pas. 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses quand même ces Ouais, dernières années. ouais, Entre la guerre, les crises sanitaires, quelle guerre, les gilets jaunes, plein de choses. Il s'est passé beaucoup de choses. Euh, quelle guerre! Exactement. Bah non, mais voilà, ça ne nous concerne pas, hein, enfin, moi, j'ai Ex- envie de dire, Exactement. Non, mais c'est partout dans l'actualité. C'est pour ça qu'on en parle. Et justement, en ouais. parlant d'actualité, on va parler de ce livre. Il est venu le temps des producteurs. La première question, quelle a été l'idée, la réflexion qui était à la base du livre? Est-ce que c'est un livre sur lequel tu travailles depuis longtemps, ou c'est un livre sur lequel tout d'un coup, tu as eu, voilà, ces derniers mois, ces dernières années, tu as envie de travailler? C'est quoi un peu la genèse de ce livre? Bah, c'est un peu une réflexion, qui vient de l'observation, de la remise en question, de l'analyse, que je mène ces dernières années, et qui
qui fait que j'ai eu besoin, je pense, de poser les choses, de manière plus détaillée, plus carrée, plus élaborée aussi que ce que je pouvais faire en vidéo. Tout simplement parce que c'est des thèmes, bon tu le sais, sur la chaîne, je parle très souvent quand même, de la question des questions de production qui j'estime pour moi sont au cœur, pas juste de l'économie du pays, mais aussi de notre vie et de notre capacité à survivre en tant que société. Et donc c'est des choses en fait, c'est un sujet auquel je je touche finalement depuis plusieurs années, maintenant, et il y a eu un moment, c'était il y a à peu près, 1 an, où je me suis dit, «Les paroles s'envolent, les écrits restent et il faut que je pose tout ça, toute cette réflexion quelque part, un petit peu pour avoir une base en fait, vraiment pour mettre quelque part, les fondements de ma pensée». Voilà et c'est de là que vient, l'idée de ce livre, en fait, tout simplement. Est-ce qu'on peut faire un petit point de définition? Qu'est-ce que alors, il est venu le temps, ça on imagine, c'est par rapport à l'actualité, enfin ça, mais surtout, qu'est-ce qu'on entend par producteur? Qu'est-ce que tu dans le livre, est-ce que tu prends une définition très, très large ou est-ce que c'est ciblé vraiment sur certaines thématiques, qu'on puisse vraiment comprendre? Est-ce que c'est vraiment producteur de ressources, pures ou alors c'est plus sur, de manière générale, une opposition par rapport à un type de monde? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme de producteur? Alors les 2 sont liés, en fait, parce que, si tu y regardes bien, les véritables, enfin pour moi déjà j'entends par producteur, les producteurs de richesses véritables, matérielles et concrètes. Hein, je ne parle pas donc de toi et moi, enfin je sais pas si, tu es charpentier peut-être dans dans ton autre vie, mais, en tout cas je parle des gens, qui, produisent la richesse matérielle, concrète, nécessaire, au fait de subvenir aux besoins, des Français et Heu, ces gens-là, qui étaient, enfin qui sont, quand même ils sont encore très nombreux, ils se sont retrouvés, on va dire évincés du pays, enfin par la classe dirigeante en tout cas qui a tenté, de, presque les exterminer si je peux employer des mots, un petit peu osés. C'est-à-dire que, au tournant des années 70, il y a eu un changement qui s'est fait, au niveau mondial, hein, et c'est la prise de pouvoir, par la bourgeoisie financière, ce qu'on appelle communément la finance, c'est-à-dire pas, les anciens, allez capitalistes, mettons le mot, voilà, pas les anciens propriétaires des usines, pas la bourgeoisie, qui pouvait être patriote, au sortir de la guerre, mais les propriétaires, les détenteurs des titres de propriété des entreprises, ainsi que, des entreprises de gestion, de portefeuille d'actions. Voilà, donc toute cette sphère, qu'on appelle, un petit peu de manière, positive les investisseurs, qui sont plutôt, des spéculateurs et voilà, donc ces gens sont arrivés au pouvoir, dans le monde occidental, à la faveur de tout un tas de comment d'évolutions, logiques et concrètes et matérielles, hein, de la société, dont je parle d'ailleurs dans le livre, mais qui leur ont permis, de prendre le dessus sur, l'ancienne bourgeoisie, nationale, patriote, voilà et ça s'est passé au niveau, mondial et c'est la bourgeoisie financière, occidentale, en fait, qui s'est hissée au sommet de la pyramide, hem et heu, de là, en fait, elle a imposé à la société, et au monde entier et notamment aux pays occidentaux dont nous sommes, son fonctionnement, donc en infiltrant les ministères, en créant des institutions comme l'Union européenne, qui est, le véritable cheval de Troie en fait, de l'organisation, sociale, mise en place par la bourgeoisie financière et pour continuer de se maintenir au sommet de la pyramide, elle avait besoin de continuer de croître et d'accroître, sa richesse, en fait. Donc pour cela, ce qui s'est passé, c'est que comme il se trouvait qu'en plus d'être ceux qui faisaient les lois, bah, ils étaient aussi ceux qui détenaient, les moyens de production, les usines, on va le faire, en gros, hein, voilà, les outils, matériels qui permettaient la production de richesse, mais qu'on produisait en France, jusqu'à il y a pas si longtemps. Eh bien, elle a délocalisé, elle a mondialisé l'économie et elle a délocalisé,
parce que ça coûtait moins cher de faire fabriquer les médicaments, les chaussures, à peu près tout ce qu'on fabriquait avant en France, ça coûtait moins cher de le faire fabriquer par les Chinois, puis par les Roumains après la chute du bloc soviétique. Donc en fait, la France en 50 ans s'est retrouvée vidée de ses outils de production. Elle s'est retrouvée vidée de ses usines, donc c'est ce que voilà, enfin, c'est un phénomène, qui est, j'ai envie de dire, tout le monde est au courant, la désindustrialisation, voilà et disons que, bah, les producteurs qui étaient les personnes qui travaillaient, à produire la richesse nationale, bah, se sont retrouvés complètement éjectés du tableau et heu en parallèle, puisque après, avec une offensive économique vient toujours une offensive, idéologique et culturelle, eh bien, on nous a fait croire que ces producteurs, eh bien, c'était les vestiges d'un passé révolu, quoi. Que, la France, allait devenir, à partir des années 70-80, hein, que la France allait devenir, un pays avec une économie de services, un pays, dont l'économie était, oui, c'est ça, comment? Tournerait autour du tertiaire, où tout le monde allait travailler dans des bureaux, où il y aurait plus d'ouvriers, il y aurait plus d'ingénieurs, ou en tout cas pas des ingénieurs, dans des comment? Sur des chaînes de fabrication, et en fait ça a mené au fait qu'aujourd'hui on manque de tout. Si tu regardes bien, aujourd'hui, on manque de pièces de voiture, on manque de médicaments. La, pandémie là, que tu as mentionnée tout à l'heure, a montré de manière très, très, très criante, à quel point nous ne produisions plus rien, aujourd'hui en France et je pense après à titre personnel que, aujourd'hui, le moment est venu en fait de remettre tout ça, de rendre la France à nouveau indépendante, forte et bah, souveraine, hein, voilà, c'est un terme que vous employez, beaucoup donc et pour ce faire, il n'y a qu'une seule option. C'est je encore une fois, je fais le résumé très, très, bref, hein, du bouquin, mais déjà, c'est pas si bref que ça, mais voilà, c'est que les producteurs organisent prennent le contrôle de la société, en virent, les gens qui ont littéralement pillé le pays, qui continuent de le piller, hein, puisque après s'être attaqués à l'industrie, ils s'attaquent aujourd'hui à l'agriculture. On le voit, enfin c'est limite le slogan, et c'est le cri d'alerte des agriculteurs, c'est: «On ne veut pas mourir» et encore une fois, si, les agriculteurs ont peur de mourir, c'est parce qu'ils ont peur d'être remplacés, par, des agriculteurs ukrainiens, qui vont produire le blé pour, 15 fois moins cher, et tout ça au profit de qui? C'est toujours c'est toujours la classe dirigeante, en fait. Donc cette classe dirigeante, ne reviendra pas en arrière. Cette bourgeoisie financière ne peut pas, devenir patriote et si elle continue à diriger la société, en tout cas la société, française, et les sociétés occidentales, nous allons mourir et voilà, physiquement, voilà, le pays va mourir sous l'effet de cette prédation. Donc il faut absolument, trouver un autre moyen, d'organiser la société dans l'intérêt, de tous les Français, à savoir donc, ben, pour assurer la survie de tout le monde et pour ça, il faut relancer une production nationale. Sauf que la classe qui dirige actuellement la société, elle elle n'est pas en capacité de le faire puisqu'elle ne peut pas, encore une fois, revenir en arrière et dire: «Non mais maintenant on va être gentil pour pas que la France meure, voilà, on va, remettre des usines». Ça c'est, la flûte que joue Macron, oui on remet 3 usines et en fait, c'est du vent absolu, ce n'est même pas réel, parce qu'il sait que c'est ce que les gens ont envie d'entendre, et dans les faits, bah, il y a rien. Il y a rien, il y a, des promesses et du pipeau. Et donc voilà, donc Macron qui enfin voilà, je fais encore une parenthèse, mais Macron, lui n'est que, finalement le serviteur de cette classe dirigeante, et son incarnation actuelle au sommet de la à la tête de l'État français. Mais je veux dire, c'est un des nombreux pantins. Mais voilà, donc il va falloir littéralement tout changer. Il va falloir que les producteurs prennent le contrôle de la société. Alors comment? Ça, c'est à eux de le décider, hein, c'est pas à moi, mais voilà. Donc je pense que leur temps est venu, oui.
Et c'est exactement ce type de livre. Et puis, ben, pour revenir très rapidement sur ce point-là, pour toi, c'est vraiment l'opposition principale et frontale qu'il y a dans la société française, mais dans d'autres sociétés, plein d'autres sociétés occidentales, on le voit aujourd'hui. Mmh. Bien Mais sûr. c'est cette opposition entre des rentiers. Alors attention, quand on dit rentiers, on parle pas des retraités qui ont travaillé toute leur vie pour avoir leur Oui, petite voilà, retraite. c'est pour ça que j'aime C'est pas trop ce terme. c'est les rentiers d'un point de vue investisseur financier, Mmh. donc classe oligarchique Mmh. dénationalisée au sens qu'elle n'est plus ancrée sur un territoire, et tout le Bien reste sûr. de la population, c'est-à-dire les producteurs actuels, les producteurs futurs, donc les enfants de cette classe moyenne ou précarisée, et les Mmh. retraités également de cette... voilà. Alors c'est plus compliqué que ça quand même, parce que, si on était sur une opposition, telle que, la décrivent les gauchistes habituels, ah oui, c'est les 1 d'ultra riches, versus les 99 de la société. Non, le monde ne fonctionne pas comme ça et 1 de la population, seule contre 99 unis, ça ne tiendrait pas. Si ça tient, c'est parce que, cette classe dirigeante, elle est aidée, ben, déjà, enfin, comme je l'ai dit, de par le fait qu'elle tient les institutions, qu'elle a infiltré les ministères, qu'elle tient, aussi tout le domaine, toute la sphère culturelle, via les médias, via les productions culturelles, les films, la littérature, via tous les intellectuels, en fait, qui se sont faits les relais, les promoteurs, de leur ordre social, mais aussi, tous les gens qui sont, en dessous dans la hiérarchie, mais qui travaillent, tout de même pour eux. Enfin, je veux dire, et c'est là que tout ce qui est, les consultants, les marketeurs, enfin tous ces gens qui travaillent dans des domaines à haute valeur ajoutée, mais qui sont improductifs, en fait. Donc tout le monde n'est pas producteur, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait dans une société que des producteurs, surtout pas. Néanmoins, tout le monde on ne peut pas dire que tout le monde est producteur et je trouve que c'est très intéressant, la cette fracture sociale-là, parce que alors, on pourra revenir sur la classe moyenne un petit peu parce que c'est une catégorie un peu à part. Moi, je la mets sciemment, à part puisque, ce sont des emplois de service, qui ne sont pas directement, comment? Ils ne sont pas directement liés à la classe dirigeante. Néanmoins, ils sont liés au système. Ce sont les garants, de l'ordre social, hein, parce que c'est notamment les fonctionnaires, la classe moyenne, on va se le dire, voilà, donc ils sont garants, en fait, des institutions et de la perpétuation de l'ordre social. Mais ils Les ne peuvent fourmis du pas système, quelque part. Les petites fourmis qui travaillent... mais ça veut pas dire qu'ils servent à rien, mais en attendant, en ce moment, ils servent l'ordre social, de la bourgeoisie financière. Donc, de fait, ils pourraient servir un autre ordre social, pourquoi pas centré autour, des producteurs, mais, là, pour le moment, ce sont les relais de la Macronie. Enfin, je veux dire, voilà, on peut le mettre basiquement et là où je trouve que c'est très intéressant, c'est que cette fracture sociale, elle se reflète comment? Dans des disparités géographiques qui sont presque caricaturales, en fait, avec en ville, dans les métropoles, qui voilà, d'ailleurs, le terme métropole, on peut enfin bon, c'est une autre question, mais bref, qui dans les métropoles, dans les centres-villes des métropoles, sont localisés, les membres, de la classe dirigeante, ainsi que tous les gens qui travaillent directement, pour eux, hein, donc tous les gens qui travaillent dans la finance, dans les banques, dans le marketing et cetera. Donc eux sont localisés, dans les métropoles. Tout autour de ces métropoles, il y a les banlieues, voilà, et notamment à Paris qui est quand même, qui a été la locomotive de ce modèle-là. Mais, donc ces métropoles qui concentrent les gagnants de la mondialisation concentrent bien, voilà, les membres de la classe dirigeante et ceux qui travaillent directement pour elle. Tout autour, à portée de clic, à portée de main, et bien, il y a leurs serviteurs directs, leurs larbins, leurs serviteurs personnels, tous ces boulots, de service non délocalisables, hein, pour garder leurs enfants, faire leur ménage, leur apporter leur shit, enfin voilà. Ils ont fait d'ailleurs pour ça rentrer de la main d'œuvre. Non mais c'est vrai, ils ont fait rentrer de la main d'œuvre corvéable à merci, à la faveur de leur modèle mondialisé qui ne connaît pas les frontières, qui ne connaît que la soi-disant libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, pour venir leur servir de larbin direct. Et ce faisant, là où avant dans les villes, il y avait des usines, il y avait des ouvriers, il y avait, tous ces producteurs, en fait, ils étaient répartis,
sur tout le territoire. Il y avait des usines, ou des mines, mais bon, voilà, les mines, c'est voilà, dans les villages. Heu, il y avait ça dans les petites villes, il y en avait, dans les grandes villes, il y en avait partout, en fait. Il y avait un maillage territorial qui était fait de manière à assurer c'est pas une mixité sociale, c'était pas le but de dire: «Il faut que tout le monde se mélange». Mais, on n'avait pas, il y a 50 ans, cette concentration, des «élites» entre gros guillemets, dans, les centres-villes avec leurs larbins tout autour d'eux et dans la France que Christophe Guy, lui, appelle, je trouve très justement la France périphérique, tous les producteurs qui se sont retrouvés exclus des centres-villes puisque, bah, de toute façon, il y avait plus d'usines donc qu'est-ce qu'ils foutaient en centre-ville? Hem et ils n'allaient pas, faire les boulots, effectivement que, des sans-papiers, payés au lance-pierre, faisaient, en travaillant 80 heures par semaine pour garder les gamins, des bourgeois de centre-ville. Donc forcément, en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une fracture géographique qui se superpose complètement sur la fracture, sociale. Heu et qui est criante. Enfin, aujourd'hui, on en est au stade où, 45 des actifs parisiens sont des cadres. 45, la moyenne nationale, elle est de, même pas 20 je crois, ou une vingtaine de pourcents. Donc c'est fort et là où, j les ouvriers, alors de mémoire, représentent moins de 5 de la population parisienne, de la population active, heu, dans les campagnes, dans les zones rurales, ils sont, le 1er groupe d'actifs. Voilà, donc il y a vraiment, voilà, c'est ce que je te dis, c'est vraiment ces 2 fractures, en fait, qui se superposent et là où on a tendance à opposer les villes et les campagnes, parfois sur des questions, idéologiques, morales, sur des questions de mode de vie et c'est tout à fait justifié. Mais je pense qu'en fait, ça trouve sa source, dans dans une fracture qui est, d'abord sociale. Et qui vient de la prise de pouvoir de la bourgeoisie financière qui a petit à petit éjecté dans la France périphérique, tous les producteurs en fait. Oui, mais d'ailleurs, ça Et se c'est voit. pas pour rien que pardon. Non, mais ça se Oui. voit d'ailleurs dans les reports de vote, hein. Quand on voit les cartes de Mmh. France de vote, Absolument. c'est assez. Il y a un petit bastion macroniste dans l'ouest du pays, hein, ce que Pierre-Yves appelle la France, l'ex-France Plantagenet. Mais mis à part ça, c'est vraiment les centres urbains votent, les centres métropolitains votent pour Macron, et après Mmh. le reste des voix entre les partis de gauche ou de droite, mais qui sont pas macronistes, se Mmh. reportent ailleurs. Et puis le premier parti de France, on n'oubliera jamais de le dire, c'est l'abstention. Voilà, ça c'est fait. Et surtout, oui après enfin, pareil la question des votes en fait, c'est jamais qu'une traduction, de ces disparités-là. Moi en revanche, je mettrais pas, juste la mais là, on va peut-être en revenir du coup à la question de la classe moyenne, hein, parce que, quand tu dis les partis, de gauche et les partis de droite, non, 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 les partis, de gauche, représentent aujourd'hui, des populations, totalement acquises à l'idée de la mondialisation, qui sont, des fonctionnaires qui bénéficient encore davantage par rapport à la France des producteurs, même si, voilà, hein, je suis pas en train de dire qu'ils ont la belle vie, loin de là. Néanmoins, ça correspond en fait à cette classe moyenne, heu, à finalement, à qui on a vendu aussi ce rêve-là, ce rêve, vous allez être, des citoyens du monde, nomades, vous pourrez voyager, vous travaillerez, dans des emplois de service et vous n'irez pas à l'usine contrairement à vos parents ou à vos grands-parents et ça a été quelque chose enfin, l'offensive idéologique là-dessus, elle a été très, très forte, et c'est pas pour rien que c'est depuis les années 70-80, qu'on commence vraiment à parler partout, tout le temps, de la classe moyenne, où tu as l'impression que tout le monde, à partir des années 70-80, tout le monde se met à faire partie de la classe moyenne. Tu es médecin, tu es, employé de supermarché, tout le monde c'est la classe moyenne. Voilà et ça a été une manière en fait, d'invisibiliser aussi les producteurs qui existaient toujours et ça a été une des manières, enfin le fait de pousser la classe moyenne et de gonfler même artificiellement, ses effectifs, hein, parce que les effectifs de fonctionnaires ont augmenté jusqu'à Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est quand même, et ça a été multiplié alors entre 75 et 2005, ça a dû être multiplié par 2 presque.
Tu te rends compte de ce qu'ils ont fait à ce pays en essayant de le vider de ses producteurs, ils ont aussi gonflé artificiellement la classe moyenne. Sauf que, évidemment, le fait de faire un emploi de service, heu, comment dire? Les services ne peuvent pas être au cœur de l'organisation d'une société, en fait. Tu ne peux, que servir une classe ou une autre, mais une classe qui a une place fondamentale dans la production, dans les rapports de production. Tu peux pas, enfin voilà, quand tu es, restaurateur, si tu es patron du Fouquet's ou si tu es, patron d'un resto ouvrier, dans la Creuse, tu ne sers pas les mêmes intérêts. Enfin, tu ne sers pas la même classe. Tu vas servir, voilà, tu vas servir l'élite et du coup, tu as intérêt à ce que l'élite reste l'élite pour qu'elle puisse continuer à t'apporter ton revenu, soit, tu vas, servir des ouvriers et donc ton activité va dépendre du fait qu'il y ait des ouvriers, dans le village où tu as ouvert ton restaurant. Non, mais je veux dire, voilà, et donc c'est pour ça que, la classe moyenne, enfin moi je dis feu la classe moyenne parce que je pense qu'en fait c'est une illusion qui a complètement explosé et qu'on se retrouve en fait, aujourd'hui avec une société française organisée autour de 2 pôles sociaux, qui ont chacun leur halo de classe, à savoir effectivement la classe dirigeante, la bourgeoisie financière, ce que tu appelles les rentiers. Moi j'aime pas trop parce qu'effectivement, le retraité, qui touche sa pension, c'est voilà, pareil, c'est pas, pas forcément, voilà, parler de rentier, mais je comprends l'idée et de l'autre côté, les producteurs et dans leur halo de classe respectifs, eh bien tous ceux qui exercent des métiers de service, donc pas essentiels, pas fondamentaux dans le processus de production, mais dont l'existence dépend, d'une classe ou d'une autre, en fait. Voilà, donc Merci. c'est un Non, mais peu, non, c'est très clair, ça résume bien la position du livre. D'ailleurs, on va avancer au niveau des sujets, puisqu'on va se poser la question de maintenant, si on passe justement sur la question du il arrive, il y a, et c'est le temps des producteurs qu'il faut mmh, arriver, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme production parce qu'on ne peut pas revenir exactement à la même production telle qu'elle a été faite au 19e ou ah au bah non, 20e ah siècle bah non. en France. Donc, Mmh. quelle production pour la France, bon, puisqu'on parle de la France, pour le 21e siècle, notamment vis-à-vis des évolutions technologiques et sociétales. Donc il y a tout ce qui est lié à la robotique, à l'apport de l'IA, à tous les enjeux en termes d'écologie, de Mmh. durabilité, de qualité sanitaire, voilà, tous ces enjeux qui aujourd'hui ont pris une part importante dans les questionnements du 21e siècle. Qu'est-ce qu'on peut imaginer si on remet, moi je suis également pour, hein, remettre les producteurs au centre de la classe sociale, enfin voilà, au centre de la société, L'organisation. Mmh. l'organisation sociale. La question, c'est comment est-ce qu'on peut l'adapter au 21e siècle. Bah, alors déjà, c'est pas nous qui allons mettre les producteurs, au centre, hein, en fait. Ils s'y mettent tout seuls, C'est je un peu pense ce que que je la crise des sous-entendais. gilets Hein. jaunes en était. Oui, oui, non, mais je sais, mais c'est pour ça, enfin, c'est bien de l'expliciter parce que, mais du coup, quelle production exactement? J'ai envie de dire, c'est pas mon boulot là. Moi, ce que je vois en tant que, quelqu'un qui analyse politiquement, tout ce que je peux te dire, c'est, il faut évaluer de quoi on a besoin en termes d'énergie, en termes, d'industrie, en termes de nourriture et de là, comment on s'organise pour être le plus indépendant possible. Mais ça implique, tu vois, des choses qu'on faisait, hein, encore, pareil jusqu'aux années, je crois que le dernier plan s'est terminé dans les années 90, mais c'est ça, c'est d'avoir un haut commissariat au plan qui établit une liste détaillée de tous les besoins avec tous les postes, de ce qu'on produit déjà, ce qu'on ne produit plus, et qu'il faudrait remettre, voilà, mais en partant des besoins, mais des besoins réels, concrets, de la population. Pas en partant, alors on a besoin d'atteindre, tel objectif, parce que sinon, les consultants vont pas être contents, mais enfin, c'est pas comme ça qu'un pays se gère normalement. Donc heu donc là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est enfin, retour à l'essentiel, en fait. Qu'est-ce qui est essentiel? De quoi a-t-on besoin? Je pense qu'en faisant, ce travail-là et il faut que ça soit des gens indépendants qui soient issus, de ces milieux-là et pas, les mêmes experts, les cabinets de conseil de McKinsey et autres, qui établissent ces rapports-là, hein, parce que, effectivement, eux n'ont pas intérêt
ils ont plutôt intérêt à ce que ça leur coûte moins cher et à ce que ça leur apporte du pognon. La France a intérêt à survivre et à produire ce dont elle a besoin pour survivre. Donc, de fait, voilà, il faut que ces gens établissent de manière très claire, la liste des besoins et que de là, en fait, le gouvernement, l'État, qui doit exécuter la volonté nationale et non pas décider à leur place, prennent ça en compte et disent: «OK, alors, ben, nous, on va proposer ce moyen-là pour atteindre cet objectif. Voilà, on va organiser la société de telle manière à ce que, par exemple, je sais pas, on peut imaginer, des réductions d'impôts, pour, les entrepreneurs qui produisent, de la ressource nécessaire, voilà, à la nation. On peut imaginer, des barrières, tarifaires, pour protéger les producteurs français de la concurrence déloyale des autres pays. On peut imaginer un soutien, d'argent public, hein, au lieu de le filer aux éoliennes qui vont pourrir les campagnes. On peut imaginer, par exemple, un soutien, financier, des investissements d'État massifs, dans les domaines, qui auront été listés comme essentiels. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses, hein, qu'on peut imaginer, hein, mais ça, c'est enfin, voilà, c'est toute une politique après qu'il faut mettre en place, mais ça se fait à la tête de l'État. C'est, donc, toi et moi, là, on peut se dire: «Bah oui, mais en prenant en compte les enjeux de la robotique». Moi, je suis pas spécialiste de l'IA. D'ailleurs, j'ai l'impression que l'IA, c'est surtout, Elle remplace plus les gens de la société de service que les producteurs. j'allais le dire, j'allais le dire. Ça a l'air d'être plutôt les juristes, les gens de la société de service et les fonctionnaires et les administrations qui en ont peur plutôt que les producteurs. Parce qu'eux se sont déjà fait remplacer par, les machines qui pouvaient, les remplacer, hein, sur les chaînes de production et tant mieux d'ailleurs, parce que ça veut dire que le travail de production, aujourd'hui est quand même, moins usant et moins violent pour les corps et pour les esprits et pour les gens, qu'il ne l'était, il y a, 70 ans. Donc ça, c'est super. Ça veut dire qu'on va pouvoir produire, plus et mieux donc que demande le peuple, j'ai envie de dire. Oui, mais au niveau on a vu de ça notamment, c'est une petite parenthèse, mais par exemple, il y a depuis quelques années, il y a des mines en Australie, par exemple, qui sont Ouais. entièrement il y a plus un seul mineur. Les seuls gens qui travaillent, Mmh. ils sont dans les centres de Mmh. contrôle des machines, mais il y a plus un seul mineur qui va, justement, Mmh. risquer sa vie ou sa santé, dans les tunnels et au fond Mmh. des fosses pour, récupérer des minéraux. Après, c'est d'autres enjeux en termes écologiques, mais Bien sûr. simplement, voilà, c'est en lien avec ce que tu avais dit. Donc du coup, se pose la question avec, toute ce voilà, ce programme en disant bah voilà les mesures que tu as tenté de dessiner, on sait que c'est pas forcément toi qui dessine, mais ce qu'on pourrait dessiner, du coup se pose la question de l'appartenance à l'Union européenne parce que tout ce que tu dis c'est bien Oui, gentil, mais c'est pas possible dans le cadre actuel de l'Union européenne. Donc en effet. est-ce que l'Union européenne c'est l'ennemi principal des producteurs français? On a beaucoup parlé des ennemis en interne au début de cette émission, Mmh mh. donc de cette classe, de cette lutte des classes à l'intérieur du même pays, mais est-ce que l'ennemi principal c'est simplement l'Union Bah, européenne qui justement a été fabriquée et est au service de ces classes-là? alors c'est ça, tu viens de donner la réponse dans la question. C'est-à-dire que, l'Union européenne, c'est pas un ennemi, c'est un instrument. C'est une institution qui a été fabriquée par ceux qui ont pris le pouvoir dans le but de maintenir leur ordre social et de conserver le pouvoir. Donc en ce sens, elle n'est pas réformable. Moi je le pense, enfin voilà. Néanmoins, heu, je pense que, ce n'est pas l'ennemi au sens où c'est une création de l'ennemi. C'est un outil, un instrument créé par l'ennemi et qui va donc, forcément devoir, comme beaucoup d'autres outils et créations, fabriquées par l'ennemi, à un moment, oui, devoir, se faire démonter à coups de pelle, ouais. Mais mais je sais pas. Non, mais disons que voilà, non, effectivement, tout ça, c'est pas possible dans le cadre de l'Union européenne, pour la simple et bonne raison que l'Union européenne, elle est garante de, la libre circulation, des biens, des capitaux et des marchandises, et des personnes, pardon, qui a été mis en place, par la bourgeoisie financière. L'enjeu maintenant, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens, qui y ont cru, à cette Union européenne parce que mine de rien, enfin on a dit aux gens, «L'Union européenne, voilà, ça garantit qu'il y aura plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne». Bon, il y en avait quand même eu 3 en quelques générations, enfin en 150 ans, donc enfin même pas 150 ans, en 70 ans, mais disons que je comprends pourquoi les gens ont
mordu à l'hameçon, en fait, en se disant: «Oh bah, c'est chouette, au moins, voilà, on va pouvoir vivre en paix», ça mais il faut à un moment regarder en face, que, l'UE, ses lois, ses structures, ses institutions, elles sont c'est ce qui c'est ce qui est en train de nous tuer, en fait. C'est l'outil qui a été fabriqué pour, précisément, dans le but de nous tuer et tu vois, je parlais avec, des agriculteurs, là, au moment de la crise agricole. Je suis allée voir, pas mal d'agriculteurs et la plupart, en fait, disent: «Non, non, mais nous, on n'a rien, ni contre l'Europe, ni contre, personne. Mais bon, ça serait quand même bien qu'il y ait du protectionnisme et qu'on nous soutienne nous» et sans se rendre compte, en fait, que c'est incompatible. Les 2 sont incompatibles. Mais, tu peux pas forcer les gens non plus, à, tu vois? Enfin, je pense que là, les gens sont encore dans l'optique de pas vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais je pense que pour l'Europe, oui, ça va nécessairement enfin, la conséquence, en tout cas, d'une politique, centrée autour des besoins nationaux et de la production nationale, va nécessairement conduire à, peut-être pas à détruire complètement l'Union européenne, mais à en démolir, les fondamentaux. Tu sais, déjà commencer par, par ne plus partir du principe que le droit européen, est supérieur au droit national parce que, moi je suis désolée, mais en France, il y a rien qui est supérieur à la volonté populaire, en fait. Rien ne doit être au-dessus de la volonté de la nation. C'est un truc, qui est assez basique, que beaucoup de gens pensent, mais qu'aujourd'hui, le fait de dire te catégorise directement, parmi les méchants fachos nationalistes. Heu mais tu fais pas un pays, tu fais pas une nation, sans sa population, en fait, sans ses gens. Donc déjà rien que le fait de d'assumer et de dire: «Bah, en fait, oui, oui, l'Europe, ils vont pas nous laisser faire ça, mais on s'en fout, en fait. Et puis s'ils sont pas contents, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer Ursula, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Rien, rien. Si la France, si les Français, si la nation, au sens, vraiment, tu vois, reprend sa puissance, et reprend le contrôle de son pays, qu'est-ce que tu veux que fasse l'Union européenne? Ils vont faire des vidéos que personne va regarder pour dire que, on est méchant et populiste et puis c'est tout, quoi. Et tigre de papier, quoi. Ouais, je pense, ouais. Mais c'est bizarre que pour terminer un peu cet entretien, on parlait des producteurs. Justement, les agriculteurs font partie justement des producteurs primaires qui sont un peu au centre de ça. Il n'y a pas que, hein, il y a tout l'aspect Mmh, industriel, mais les agriculteurs, en plus en France, dans un pays avec une tradition agricole millénaire, voilà, on n'en parle même pas à quel point ils sont mmh, structurants pour le territoire et pour la mmh, population. mmh, 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 mmh. Comment avec tout ce qui a été fait, comment c'est possible que encore aujourd'hui, même si ça c'est bien descendu quand même, on a quand même vu un changement. Comment c'est Mmh. possible que dans cette classe agricole, encore l'Union européenne ne soit pas, alors que bah, concrètement ça les détruit, c'est un instrument qui les détruit, leur outil de travail, leurs Mmh. revenus, leur cadre de vie. Comment est-ce que c'est encore possible que l'Union européenne ne soit pas mis au pilori principal, même si la cote de sympathie est quand Et même bien regarde, descendue, mais ouais, mais regarde, si, on te dit, «Tu as une maladie incurable, maintenant, on va te mettre sous perfusion, tu restes pendant 50 ans sous perfusion», et un coup, il y a quelqu'un qui vient te dire, «On va t'enlever ta perfusion». Dont tu as besoin pour, vivre maintenant. Parce que, tu es plus capable de vivre sans les aides de la PAC, parce que c'est ça la perfusion. Bah, évidemment que tu vas dire: «Non, non, m'enlevez pas ma perf». C'est aussi simple que ça, hein, c'est très matériel, très concret et voilà. Mais c'est pour ça aussi que, tu peux pas te contenter, de dire aux gens: «Ah bah oui, le problème c'est l'Union européenne, il faut sortir de l'UE». Si tu donnes, rien, si tu as pas de perspective, derrière, d'organisation de la société pour remplacer ça. Mais les gens, c'est équivalent à, «Bon, bah, OK, on débranche la machine, hop, vous êtes morts». Bah, évidemment, en fait, enfin, ils ont tout réussi à la classe dirigeante a réussi à tout organiser autour, de ces outils de manière à nous en rendre dépendants. Donc bah, voilà, c'est mais c'est là que je pense que le bas va blesser, pour eux. C'est qu'au final, les gens sont et je pense les producteurs, hein, sont quand même bien en train de se rendre compte que c'est pas tant eux, les producteurs, qui dépendent de la classe dirigeante, que la classe dirigeante d'eux, dépend du pillage des ressources et de la richesse produite par les producteurs, justement. Et je pense que le jour où il y a cette prise de conscience, qui se fait,
qui se fera et elle est en train de se faire, hein. Enfin, on en voit les prémices, on n'arrête pas d'en voir des émanations, des incarnations, donc je pense qu'on le verra, hein, de notre vivant, et c'est vraiment en train de se faire et c'est là, en fait, que la classe dirigeante va craindre, en fait, enfin, que c'est là que va craindre, enfin, c'est pour ça d'ailleurs que là, aujourd'hui, elle met les bouchées doubles, si j'ose dire, dans le pillage. C'est pour ça que là, il y a, tout notre bois qui est en train d'être pillé. C'est pour ça que, voilà, ils sont en train d'essayer de mettre des ENR le plus vite possible, de faire passer le plus possible de mesures, au nom de l'écologie en plus, pour essayer de gratter toujours un peu plus, la richesse produite par les gens parce qu'ils savent que la fin est proche. Ils le savent, ils le sentent, c'est comme une bête à l'agonie et du coup, elle devient de plus en plus féroce. Mais pour moi, enfin, ça pourra pas être arrêté, en fait. C'est un mouvement qui ne peut pas être arrêté. De la même manière que, son accession au pouvoir à la bourgeoisie financière n'a pas pu être arrêtée parce qu'elle était l'évolution logique, des conditions matérielles, des sociétés occidentales. Là, la bourgeoisie financière, en fait, ne pourra pas empêcher son effondrement. Elle ne pourra pas empêcher l'effondrement de son empire, parce qu'on parle là depuis tout à l'heure des contradictions qu'elle crée en interne dans les sociétés et voilà. Mais on peut aussi parler des contradictions qu'elle a créées dans son ordre mondial. Parce qu'en envoyant les moyens de production en Chine, bah, les Chinois, ils les ont récupérés et puis si demain, le PC chinois décide de nationaliser les usines, qui appartiennent, à des propriétaires, de, fonds d'investissement, je sais pas où, à l'autre bout de la planète, bah, qu'est-ce qu'ils feront les propriétaires des fonds d'investissement? Rien du tout. La Chine va conserver les richesses qu'elle produit, qu'elle aura récupérées, de nos usines, elle aura récupéré nos usines, maintenant nos unités de recherche et développement, nos technologies et voilà donc ça c'est l'autre contradiction. Hein, pour moi, c'est l'autre contradiction fondamentale, dont d'ailleurs je parle pas, vraiment dans ce livre-là parce que tu peux pas parler de tout, mais que j'ai en projet pour un autre livre d'ailleurs, mais c'est pas tout de suite. Hem, sur les contradictions que l'ordre mondial, imposé par la bourgeoisie financière a créées, et qui va, les mener à sa perte. Donc si c'est pas, des révolutions dans toutes les nations occidentales, ce qui va arriver, ce sera, la prise de pouvoir par, les BRICS et leur ordre multipolaire qui est en train de s'installer, qu'ils le veuillent ou non. Et ben Donc justement, mmh. ouais, bah, des belles perspectives. On va suivre un peu l'évolution. Bah, belle, je sais pas, parce que nous, on va manger, hein. Oui, alors Enfin, ça c'est sûr, OK. mais s'il y a un retournement de Moi, je sais rien. l'ordre, il y a des difficultés, mais après il y a des choses à reconstruire du coup. Ah oui, Et ça c'est mais il y ça a qui est tout, intéressant. tout à refaire. Ah bah, bien sûr. Et puis là, c'est voilà, bah, c'est le titre de mon dernier chapitre, c'est, de la sueur, du sang et des larmes. Ouais, c'est un peu ça, c'est le programme. Non, mais voilà et c'est terrible et il faut s'y préparer. Néanmoins, c'est la seule condition enfin, c'est la condition, à laquelle on pourra survivre en tant que nation, en fait. Sinon, on va mourir de toute façon. Donc il y a pas 36 choix, quoi. C'est, les producteurs ou l'abîme. C'est, la reprise en main, par la nation, via, les instances démocratiques, des moyens de production, dans le but de subvenir aux besoins, des Français. Se recentrer. Ça veut pas dire, fermer tout à tout le monde et arrêter de commercer, machin. Tu peux pas enfin, c'est voilà. Néanmoins, la plupart des pays du monde d'ailleurs y reviennent, hein, à des protections, au niveau national. Il y a que nous qui sommes assez glands pour, enfin, voilà, pour pas le faire. Eh bien, on suivra tout ça. Et d'ailleurs, ma dernière question, puisqu'on parlait des projets futurs, quel est le programme un peu 2024, voire futur de Tatiana Ventose? Quels sont les projets un peu qui sont mis en place? Alors évidemment, il y a la sortie du bouquin là qui se prépare, bien entendu. Donc la fin de la précommande, plus voilà, il va y avoir pas mal de boulot ce printemps. Mais voilà, quelles sont les Oui, perspectives? bah, ce printemps et puis, par la suite, parce que là, je pense qu'à ce stade, en fait, au vu du bousin administratif et voilà, que c'est, en fait, juste de pouvoir publier un livre, hein, je pense que le livre, en fait, aura une date de sortie, officielle après la précommande, hein, donc il y a la précommande là jusqu'au 1er avril. Ensuite, il va y avoir, toute la phase, manutention, logistique, transport et cetera, dont je vais me charger moi-même avec,
avec mon mari et je pense qu'après, il va falloir qu'on se débrouille pour rendre le livre disponible, à la vente. On est en train d'essayer de voir pour éventuellement, le rendre disponible chez des libraires et donc ça va nous mener, je pense, à une sortie effective du livre, en septembre. C'est-à-dire que les gens là qui vont le précommander jusqu'au 1er avril, ils pourront le lire, je pense, ouais, c'est ce que je te disais vers le mois de mai, mi-mai par là. Ils le recevront sans doute à ce moment-là. Mais si tu passes pas par la précommande, il va sans doute falloir attendre septembre, pour se le procurer. Donc déjà ça va nous occuper pas mal, de mettre tout ça en place. Mais heu, mais bon, voilà, c'est je vraiment je pense, à titre personnel que c'est une analyse et pas juste une analyse, mais c'est un message en fait que personne ne porte aujourd'hui, dans le paysage politique français et c'est pour ça en fait que je me démène aussi pour, rendre le truc, accessible et enfin voilà et essayer de le porter, heu, le plus largement possible. Donc bah, merci à vous et au Cercle Aristote de me permettre, de venir en parler ici. Mais merci d'avoir répondu à l'interview. Tatiana Ventose, merci beaucoup d'être Merci à vous. venue sur la chaîne du Cercle Aristote. Et puis évidemment, suivez les liens. Et puis si vous voulez les actus, voilà, il y a soit le fil d'actu, soit pour des propos plus personnels ou en lien notamment avec le livre, il y a évidemment la chaîne de Tatiana que vous pouvez suivre sur Internet ainsi que les différents réseaux sociaux. Tu es la bienvenue quand tu veux, bien entendu, sur la chaîne du Cercle Aristote comme d'autres. Et Noté. puis, Merci. au plaisir pour un prochain entretien. Ça marche, à bientôt. Merci. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.